Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour cette deuxième édition du Octofight Live. Présent en communication, on a, je vous le rappelle, Samir de l'Octogone Podcast. Je ne vous le présente plus, il est suffisamment connu, très bonne culture dans le MMA. Il est là chaque semaine à vous poster ses podcasts, toujours aussi enrichissants, sur lesquels moi-même je prends énormément exemple. On a également Fatih, co-gérant de l'MMA Knockout Zone. Je vous le présente lui aussi, très actif justement dans tout ce qui est communication réseau social. Et Clément Finois, nouvel invité aujourd'hui, qui est le gérant de la chaîne Twitter Café Sport, aussi très très actif. Mais justement, il ne fait pas que le MMA, lui, il englobe justement plusieurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement de ta chaîne, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, merci déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait super plaisir de pouvoir parler de MMA avec vous, les amis, aujourd'hui. Le Café Crème Sport, bah écoute, c'est un projet omnisport, comme tu l'as dit, qui existe depuis, qui s'est développé maintenant il y a à peu près 2 ans. Site internet, chaîne YouTube sur laquelle on envoie du contenu, pas très très souvent, mais on essaye de s'y remettre un petit peu. Et puis on se met aussi au podcast. Donc, qui dit omnisport dit des compétences diverses et variées. Moi, à la base, je suis vraiment un passionné de basket et de boxe. Et depuis quelques temps maintenant, je suis tombé amoureux du MMA. Je suis même plus le MMA que la boxe maintenant. Vraiment, j'essaye de combler mon retard éventuellement. Parce que j'ai pas évidemment la culture de certains. Je pense notamment à Samir qui suit ça depuis de très nombreuses années. Moi, c'est vrai que j'arrive dans le business depuis 2 ans maintenant. Je suis énormément le MMA et je comble mon retard parce qu'on tombe amoureux très vite de cette discipline. Mais voilà, donc un projet omnisport. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la rédaction Sport de Combat n'attend que vous, parce qu'on a envie d'avoir des forces supplémentaires pour couvrir le maximum de choses, faire aussi ce que vous faites vous. C'est-à-dire parler de combattants beaucoup moins connus, des organisations, des entraîneurs. C'est quelque chose qui nous intéresse énormément, pas que de parler des grosses têtes d'affiche. Donc voilà, on tend à grandir en tout cas et de surtout parler des sports de combat parce qu'il y a des valeurs qu'on retrouve peut-être pas autant ailleurs, en tout cas. Ouais, très bien. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Samir, tu vas bien? Ouais, ça va, merci les gars. Vous êtes dithyrambiques là, je mérite pas tout C'est ça. clair. C'est, Alors, merci pour aujourd'hui, la seconde invitation, Fatih, Clément, Marcelo, merci beaucoup. Et avec voilà, ouais, plaisir. on essaye de faire le taf. Ouais. Au sommaire, aujourd'hui, on va parler spécialement des main events qu'il y a eu de tout le mois de mars. Il y a eu beaucoup, beaucoup de trucs intéressants, il y a certains plus que d'autres en tout cas. Donc, le premier sujet, on va parler justement, et je vais laisser la parole à Fatih, euh, du combat Jan Blachowicz, le champion versus champion. Jan Blachowicz, le Polonais, champion actuel des light heavyweight contre Israël Adesanya. Si tu peux nous faire un petit topo justement de ce que tu as pensé de ce combat-là. Déjà, très beau combat, très intéressant entre deux gros champions, hein, entre Yann et Israël du coup. Euh, voilà, enfin, dans une globalité, le combat est assez général, c'est à peu près du 50-50, mais Yann l'emporte sur la fin. Après, moi, je trouve que c'est une erreur d'Israël justement d'être monté en light heavyweight justement de sa part. Il aurait juste pu tout simplement se contenter de la catégorie inférieure au lieu de monter, affronter un titan comme Yann. Et du coup, Yann en a profité justement pour prendre la ceinture, mais il le mérite. Hein, 38 ans, il prend la ceinture pour la première fois, c'est pas mal, hein, c'est pas donné à tout le monde. Après, moi, je trouve qu'une revanche serait intéressante entre ces deux-là. Entre ces deux-là, une revanche pourrait être intéressante. Si Israël devenait juste un petit peu plus massif, avec moins de technique dans la finesse, mais plus dans le massif, vu qu'il a un adversaire en face de lui qui est de ce même style-là, histoire de s'adapter comme l'a fait Ngannou avec Djudjic. Mais sinon, ouais, voilà, dans la globalité, beaucoup. Et Samir, on aimerait beaucoup t'entendre. Je sais que tu as déjà fait un podcast dessus, très très intéressant d'ailleurs, que Mm. j'invite tout le monde à le regarder. Samir, si tu peux nous dire un petit mot justement de ce que tu as pensé de ce combat-là. Bah, Blakovic a énormément joué le coup. Pour ceux qui écoutent le podcast Octogone, effectivement, nous on avait dit, que ce soit Omar ou moi, on avait dit que voilà, ce serait chaud contre Israël Adesanya parce que ce serait les coups de masse contre les coups de scalpel. Or, les coups de scalpel, Adesanya, il les a que très rarement mis. Au final, Blakovic a fait un combat absolument
intelligent. Il a mis du fighting IQ, c'est-à-dire qu'il a fait parler certes sa puissance, le différentiel de puissance, comme l'a dit Fatih, était là. Il a fait parler sa lutte. Et en fait, il a complètement annihilé Adesanya, qui a jamais su trouver la bonne distance, qui a accepté en fait, qui a engagé un combat qu'il ne pouvait pas gagner. Et voilà, il y a peu à dire au final. Blachowicz a juste amené Adesanya dans sa zone de confort. Et puis Adesanya, je crois, alors ça remonte, hein, parce que les combats, on en analyse sur un mois. Mais dans mon esprit, je crois qu'Adesanya doit pas prendre un round. Il prend peut-être un round, pas plus. Et c'est une performance absolument prodigieuse, mais simple au final de Blachowicz, et qu'il a juste amené Adesanya dans sa zone de confort. À partir du moment où il arrivait à faire ça, voilà, c'était dans la poche. Après, moi, je demande pas. Alors, je suis pas du même avis, Fatih. C'est même pas un avis en fait. C'est juste une tendance, un souhait. Je souhaite pas forcément revoir Adesanya en light heavyweight. Puis globalement, moi, les combattants qui vont pêcher hors de leur zone de poids, ça me fatigue toujours un peu, qui défendent leur titre. Et puis, parce qu'après, ça crée trop de dommages, quoi. Enfin, je veux dire, ça crée trop de problèmes pour les défenses de titre. C'est trop long, c'est compliqué. Donc, qui reste en 185 et qui brille. Et justement, j'ai une question à propos de ça, Samir. Est-ce que tu penses que les maintenant défaites, ça a fait baisser la cote d'Israël Adesanya? Alors, ça a coupé, ça a un peu séquencé. Tu me demandais si la défaite d'Adesanya avait. Fait baisser sa cote à l'UFC. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Par contre, ce qui fait baisser sa cote, c'est le genre. Ouais, non, je pense pas que ça fasse du tout baisser sa cote. Là, il a dit, il est sorti de sa zone de confort, il est allé voir Blachowicz. Après, il prend pas une tartine contre Blachowicz non plus. Il prend une déculottée. Là, tu peux rediscuter et te dire, voilà, il s'est fait nettoyer. Là, c'est pas du tout le cas. Il sort, il a pas de gros dommages, hein. Ça a été une domination. Ça a été une domination surtout tactique de Blachowicz. Donc, non, il y perd rien. Par contre, ce qui va le faire perdre, c'est le genre de performance qu'il fait, les commentaires qu'il fait, comme il a pu faire lors d'une déclaration à la presse là, sur Kevin Holland, où il s'est fait reprendre par le Premier ministre même néo-zélandais. Il a perdu son sponsor principal BMW. C'est avec des conneries comme ça qu'éventuellement il peut perdre un peu. Et encore, j'en suis même pas persuadé. Il vendra du pay-per-view, je l'ai déjà dit, il coche toutes les cases. De la culture geek, de la culture pop, au niveau du combat, au niveau de tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut dire. Il est bon Adesanya pour le moment. Clément, un petit mot sur le combat, s'il te plaît. Bien sûr. En préparant l'émission, moi, il y a un souvenir qui m'est venu directement. C'était le timing du takedown de Blachowicz sur le dernier round. Parce que voilà, le sport de combat, c'est aussi beaucoup de souvenirs, beaucoup de moments, des instantanés auxquels on pense, surtout quand on commence à avoir un petit peu de recul. Et ça symbolise un petit peu le combat de manière générale. Ce takedown, vraiment une question de timing. Je me souviens que les 2-3 premiers rounds, il y a eu une grosse collection d'informations de la part des deux combattants. Adesanya, je l'ai vu beaucoup tâtonner, essayer de chercher la bonne distance, essayer de chercher les bons enchaînements, etc., sans vraiment réussir à trouver la mire. Pour vous dire, j'ai même pas forcément, même si évidemment j'ai vu le combat, etc., j'ai pas souvenir de gros enchaînements qui touchent Blachowicz. Et de ce que je me souviens aussi, c'est que quand Adesanya a touché sur du jab, sur du bras arrière, etc., on n'a pas vraiment vu Blachowicz vaciller à quelques moments que ce soit. Et à l'inverse, par contre, vraiment, ça a été un combat super tactique. Et c'est pour ça aussi qu'Adesanya s'en sort sans trop de dommages non plus, parce que Blachowicz était devant et après il s'est contenté de gérer avec des takedowns parfaitement posés et voilà, il a fait sa victoire comme un champion. Moi aussi, je pense que Adesanya revenir en light heavyweight pour l'instant, ça semble un petit peu compliqué, surtout que voilà, sa catégorie a quand même de la densité, même si bon, pour le coup, il l'a nettoyé. C'est bien aussi toujours pour le legacy de durer, de conserver sa ceinture longtemps. On s'en rappelle toujours dans l'histoire. Après, ça fait toujours des montages sur Twitter, etc., pour magnifier la performance d'un combattant sur le long terme. Donc, je pense que c'est important qu'il continue à durer dans la catégorie des middleweight. Mais voilà, on a vu aussi certaines limites. Quand il était sur le dos, au milieu de la cage, justement, après ce takedown-là, il n'a vraiment pas réussi à sortir de l'étreinte à Adesanya. Donc, on a vu quelques petites limites
quelques petites limites sur ce combat-là. Est-ce que sur un takedown dans les middleweight, il arriverait à se sortir de l'étreinte? Probablement, parce que Blachowicz quand même fait son poids, mais j'ai trouvé ça assez intéressant et j'estime Adesanya suffisamment intelligent dans l'octogone pour pouvoir justement continuer à progresser. C'est quand même un mec que je trouve qui est vraiment super complet. Donc voilà, j'ai le sentiment après le combat aussi que s'il y avait eu 10 rounds, ça aurait quand même pas suffi pour Adesanya, quoi. Blachowicz vraiment était dans sa zone de confort et a maîtrisé ce combat-là. Donc respect à lui, respect à Blachowicz qui plus ça va, c'est vraiment un bon vin lui, hein. Plus ça va, plus on le respecte et plus on l'aime. Mais voilà, Adesanya, je pense que voilà, il doit continuer à persévérer dans les middleweight et faire sa légende là-dessus. Le coup marketing sur le super fight contre John Jones, voilà, malheureusement il tombe un peu à l'eau, mais bon. C'est pas très grave, l'UFC survivra. On se souvient qu'avant ce combat-là, il y avait un énorme engouement entre la possibilité d'une rencontre entre Israel Adesanya et John Jones. J'ai regardé un peu sur Twitter, etc., même de l'autre côté du continent. Il n'y a personne qui est intéressé par ce combat-là. Non, personne. Les gens sont plus hypés par un Ngannou Jones qu'un Israël Jones. Parce que déjà, niveau question de catégorie et style de combat, en fait. Et juste pour le spectacle, parce qu'en fait, si on met un Jones contre un Israël, ça va être, euh, ça va être comme Samy a dit tout à l'heure, des coups de scalpel, etc., que de la finesse, un combat un peu calme. Alors que si c'est du Ngannou Jones, ça va se rentrer dedans, il y aura du sang et ça va tenir au moins minimum 3 rounds. Mais Ouais, c'est tu très penses, bien. ouais. Tu parles pour le sang, on va en revenir un peu tout à l'heure, vu que c'est le dernier main event qu'il y a eu. Euh, Second sujet, pour faire court, hein, le combat entre Petr Yan et Aljamain Sterling. Fatih, un petit mot? Je pense que le sujet principal de ce combat, ça va être le coup de genou illégal de Yann sur Sterling. Alors après, franchement, moi, en tant qu'avis personnel, Sterling, bah voilà quoi, il prend ça, il y a un coup de genou illégal, il prend sa ceinture. Il n'y a pas de, comme certaines personnes disent, ouais, il le prend, il y a pas d'honneur à la prendre ou je ne sais quoi. C'est Il est juste c'est juste une erreur de la part de Petr Yan qu'il n'avait pas dû faire parce que c'est un professionnel, il est censé connaître les règles. Et après, derrière que Sterling a simulé ou pas simulé, au final, le coup de genou a été mis. Mais après, dans l'ensemble, beau combat. Franchement, pour les catégories légères, ça se tape bien dessus quand même aussi. Et sinon, ouais, juste ça, moi, je trouve que Sterling mérite amplement sa ceinture. Bah, après, je suis pas trop d'accord avec toi, excuse-moi de te contredire, Fatih, hein, alors qu'on bosse ensemble. Mais moi, le combat, je l'ai trouvé bon, intéressant du côté du Russe. Par contre, ce que je comprenais pas, c'était le nombre de fois que Aljamain Sterling donnait le dos. Alors là, moi, je comprenais pas, quelle était sa volonté derrière ça. Peut-être que Samir, il pourra nous répondre. Il a donné son dos. Alors, oui, oui, c'est souvent sur ses takedowns, même sur des coups, hein, il lui tournait le dos. Alors ça, je saurais pas répondre à la place d'Aljamain Sterling. Après, moi, Yann a été stupide. Pourtant, c'est un combattant que j'apprécie beaucoup, mais il a été stupide parce que voilà, il s'est comporté comme un con pendant le match. Je veux dire, il s'est laissé dominer par ses émotions, chose qu'il ne faisait pas jusqu'alors. Pourquoi? Parce qu'il était en train de gagner le combat, en fait. Parce que si tu te rappelles bien, il y a eu un démarrage en trompe d'Aljamain Sterling, Ouais. qui a dominé le premier round, mais tu sentais que la jauge, le langage corporel de Sterling était en train de chuter. Tu voyais que ça commençait à fatiguer sérieusement. Tu vois Yann qui arrive à le descendre. Et puis au fur et à mesure, le combat est en train de se renverser. Et puis Yann pète les plombs, littéralement. Il lui met le coup de genou. Alors moi, je vais être peut-être pas moins poli, mais moins policé que Fati. Ceux qui disent que ouais, il en a profité, etc. Alors déjà, c'est pas vrai, il en a pas profité parce que le coup de genou, il y a les micros d'ambiance, il n'y a pas de public, tu entends le coup de genou qui prend en pleine poire. Franchement, il est sonné, il est bien sonné. Et puis j'ai envie de dire que même s'il devait en profiter, bah, c'est tant pis pour lui. Comme l'a dit Fatih, tu es professionnel, tu perds ton titre sur une connerie comme ça. Mais il y a plein d'autres sports où ça peut arriver. Mais Aljamain Sterling, on peut pas dire qu'il est simulé sur ce coup-là. Le coup qu'il prend, il est réel. Et voilà, c'est tout. Maintenant, Petr Yan, il a commencé à peine le combat fini à lancer la campagne de dénigrement de son adversaire en disant que c'était un fake, etc., qu'il se baladait avec une ceinture alors qu'il avait rien.
concentre-toi plutôt sur ton futur game plan, concentre-toi pour reprendre la ceinture parce que Petr est plus fort qu'Aljamain Sterling, mais sur ce coup-là, ben, il s'est fait avoir, je reste poli, voilà, parce que ça s'appelle se faire avoir. Il s'est comporté comme un con, il en paye le prix, Sterling, et là je rejoins aussi Fatih, c'est un très beau champion. Et voilà, Yann n'a qu'à reprendre son titre, et ce sera la fin de la discussion comme ça. C'est la meilleure réponse qu'il peut avoir. Absolument. Et toi, Et Clément? Aljamain Sterling, je pense aussi qu'il va devoir un peu changer son game plan parce que premier round, il est fantastique. Je me rappelle du flying knee qui passe, qui touche vraiment le visage de Petr Yan. Mais au deuxième round, j'ai trouvé qu'il avait encore je trouvais qu'il était encore dominateur. Mais vraiment, le troisième round, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est quasiment parodique. J'ai souvenir vraiment d'Aljamain Sterling qui n'en peut plus, qui tente du takedown vraiment, mais sans préparation, qui se jette un peu à corps perdu. Et vraiment, Petr Yan qui reprend le dessus tout naturellement. Et en fait, il n'y aurait même pas eu, il y aurait même pas eu cet incident dont Samir et Fatih ont déjà parlé. Petr Yan aurait probablement gagné par KO dans ce round de 4 en plus. Je suis quasiment convaincu. Je ne sais même pas si on aurait été jusqu'au round 5. Et donc voilà. Sterling est un très beau champion, il mérite sa ceinture à de multiples égards. Je suis totalement d'accord avec vous, messieurs, quand vous dites que le coup de genou, quand même, moi, personne n'aurait aimé le prendre. Il touche vraiment au niveau de la tempe et c'est terrible. Mais voilà, je pense aussi que Sterling va devoir tirer les leçons de ce combat et ne pas arriver pas arriver avec nonchalance parce que lui aussi a un petit peu à déjouer un peu dans la deuxième partie du combat jusqu'à ce coup de genou fatal. Donc lui aussi va peut-être devoir gérer le combat un peu différemment. Je pense que ça va être une clé et on va tous évidemment consommer la revanche si elle a lieu. Mais voilà, combat très intéressant aussi. Les 2 derniers rounds, j'ai vraiment pris mon pied, quoi. Je me suis dit, waouh, ouais, Sterling, il a vraiment faim de la ceinture. Et puis, bon, bah voilà, c'est les histoires des sports de combat. Parfois, il y a un événement qui fait qu'on en parle encore pendant des années. Mais ouais, Petr Yan un peu déçu sur ce coup-là, quand même, on va pas se mentir. Pour clôturer justement ce premier main event du mois de mars, on a appris que TJ Dillashaw revenait justement combattre dans la catégorie. Pensez-vous qu'il a réellement des chances de récupérer la ceinture ou pas? Fatih, toi, tu penses qu'il peut la récupérer ou pas? Il avait annoncé un adversaire pour lui, j'ai oublié son nom. C'est Cory Sandhagen. Voilà. Alors, Corey Sandhagen, c'est entre guillemets, le futur de cette catégorie-là, donc je sais pas. C'est le nouveau TJ, en fait. C'est celui pour moi, C'est qui clair. va dominer la catégorie. Après, si un ancien champion comme TJ revient, voilà, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en combat, etc. Et puis même, il a eu un petit peu un passé. Sur les réseaux sociaux, il partageait beaucoup ses entraînements. Il avait pris une masse musculaire incroyable. Ouais, Les entraînements. Moi, je pense, à titre personnel, qu'il reviendra prendre la ceinture. J'en suis sûr. Il faut voir cette détermination parce que certes, même moi aussi je vois beaucoup, il poste beaucoup ses entraînements, tu as raison, et même une photo de sa masse, d'ailleurs c'est impressionnant comment il a pris, mais il faut voir sa détermination avant tout. Ouais, puis le fait que Petri... Vas-y, vas-y. Ouais. Quand tu vois ce que Sandhagen met sur ses 2 derniers combats, alors le coup de pied retourné contre Moraes et le flying knee contre Frank Edgar, qui non plus. Enfin, voilà, quoi. On peut quand même se poser des questions, mais on peut quand même faire confiance à TJ. C'est un ancien. On peut croire en ses capacités quand même. Tu voulais ajouter un petit mot rapidement, Clément? Ouais, en 2 mots, moi, je pense aussi que la défaite de Petr Yan met de l'incertitude aussi sur le lead de la catégorie. Donc pour un mec comme TJ Dillashaw qui a déjà connu ça, qui connaît la pression des main events et qui connaît la pression des title shots, le fait que Petr Yan ait perdu sa ceinture aussi vite donne aussi de l'incertitude dans la catégorie et favorise aussi le fait qu'on pense que TJ Dillashaw peut aller chercher cette ceinture. Voilà, je pense que ça rajoute aussi peut-être à l'argument que tu évoquais tout à l'heure, Marcelo. Second main event du mois, c'était Leon Edwards contre Bilal Mohamed. Bon, un combat. Je vous laisse débattre sur ce combat-là. On va commencer par Samir. Ah, le fléau du high poke, hein. Le fléau du high poke que l'UFC pourrait résoudre absolument. Voilà, on l'a déjà dit nous plusieurs fois, Dana White, il est complètement fermé à cette histoire. C'est pas dur, hein. Il y a des modèles de gants, le Bellator avait bossé dessus. Tu prends les gants du Pride à l'époque, qui recouvraient les 2 premiers tiers de phalange, qui t'incurvent un peu les mains, ça n'empêche pas les saisies, et ça évite ça. Puis en attendant de changer le
le design, pardon, chercher mes mots des gants, il faut absolument être impitoyable au niveau du pointage. On l'avait dit, il y a plusieurs fléaux dans le MMA, il y avait le cut weight, il y avait les coups de pied, les coups de pied dans les parties, il y avait s'accrocher au grillage et il y avait ça. Et le high poke, maintenant, vous regardez, il n'y a pas un event quasiment où les combats ne sont pas pourris Ouais. par les high poke. Ça doit être avertissement immédiat, comme s'accrocher au grillage, parce que ça peut te changer la phase d'un combat. Donc là, de toute D'accord. façon, Bilal, il était inférieur à Edwards, il était dominé, ça se sentait. Et je pense qu'à l'instar de ce qu'on a dit tout à l'heure pour Aljamain Sterling, Petroyan, le combat, tu le laissais dérouler au bout. Je pense que Bilal, il va même pas au bout du combat parce que Edwards était supérieur en puissance, en technique, en vitesse, en tout. En tout, il est juste beaucoup plus complet que lui. Après, voilà, ce combat c'est fini comme ça, c'est regrettable. Là encore, quand on dit, ouais, Bilal, machin, il aurait peut-être pu continuer. Non, Bilal, il a l'œil complètement explosé. Il a posté des photos après sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est pas le but du game, quoi. C'est déjà un Bien sport sûr. qui te fracasse, qui t'abîme, où tu mets ta santé en jeu. Comme le dit souvent Omar dans le podcast, c'est pas les fléchettes, et il a raison. Donc, tu vas pas aller en plus risquer ta santé avec des coups qui sont illégaux ou des postures qui sont complètement en dehors du sport. Donc, voilà, c'est un no contest parce que le combat. Alors, c'est soit. Euh, on met no contest soit quand le coup n'est pas volontaire, estimé pas volontaire, ou alors automatiquement quand il n'y a pas eu 2 rounds passés. C'est Mark Ratner qui avait dit ça la dernière fois. C'est une règle qui m'apprenait. Donc voilà, il y a eu no contest et puis c'est juste dommage. Mais l'issue du combat pour moi ne faisait pas de doute. Fatih, un petit mot pour faire rapide pour ce combat-là. La même chose, de toute façon, ce combat, il tourne vraiment autour des deux époques que Belal s'est pris par Edward. Mais après, comme Samir l'a dit, enfin voilà quoi, Mohamed était totalement dominé par Edward de tout le combat. Et de toute façon, on l'a vu même la détermination avec laquelle Léon est rentré dans l'octogone, etc. Il était déjà affûté comme une lame de rasoir, le type. Quand il postait ses photos sur Insta et tout, il était vraiment affûté comme jamais. Mais oui, forcément, après, ce qui est dommage, c'est encore le premier hypo que bon, ça va, d'accord. Mais le deuxième était vraiment très, très sale. Et surtout quand on a vu les photos qu'a posté Belal Ouais. après. Et c'est dommage parce que ce combat, ça finit ni sur une victoire, ni sur une défaite, quoi. Et toi, Clément? Ouais, la photo, moi, elle m'a particulièrement choqué. La photo, l'instantané, où vraiment tu as le hypo, que t'as l'impression qu'il met son index entier dans l'œil de Belal, donc c'est terrible. Maintenant, je me demande quand même si ça peut avoir de vraies conséquences pour la suite pour Edward. On sait qu'il n'avait pas combattu, je crois que c'était depuis novembre 2019, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, ça Ouais, c'est faisait, ça, ouais. ça faisait plus d'un an. Ouais, c'est ça, hein, depuis 1 an et demi, quasiment ouais. un an et demi Mm. qu'il n'avait pas combattu. Moi, je me pose la question quand même parce que ce qu'on a vu dans l'octogone, hormis ces deux hypos, on a vu Leon Edwards dominer quasiment de la tête et les épaules Belal. Donc je me dis, il justifie d'une certaine manière sa place de numéro 3 mondial. Le scénario, il est terrible pour lui parce que il y a eu ces duels, ce duel contre Ramzat qui ont été déplacés, 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 certes. Mais quand on voit quelqu'un qui domine comme ça et qui aurait probablement gagné par KO ce combat, est-ce que ça peut avoir de vraies conséquences? J'ai aussi envie d'avoir vos retours là-dessus, parce que moi, je me dis, en tant que consommateur, je me dis, bah, Leon Edwards, quand même, il a répondu présent, à part ces deux erreurs-là, manifestes, hein, bien sûr, mais est-ce que ça peut remettre en péril son chemin vers le title shot, quoi? Bon, non, moi je pense pas, hein. Bah Non, ouais, non, moi non plus. Non, 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 c'est l'histoire d'un combat, c'est tout. Là, la bien vraie sûr. intrigue, ça va être Khamzat Chimaev, bon, qui devra affronter Magnum. On sait que l'UFC fait ce qu'il veut là-dessus. Si l'UFC pense que c'est Edwards et Chimaev, s'ils pensent notamment que Chimaev revient dans un état assez satisfaisant après toutes les galères qu'il a eues, qu'ils doivent booker Edwards Chimaev, ils le feront. Et puis voilà, on parlera plus de Bilal Mohamed pendant, enfin, le prochain combat, on parlera plus de lui, on se rappellera qu'il l'a combattu et c'est tout. Avec tout le respect que j'ai pour Bilal, mais non, non, ça remet rien en cause. Le retour, il l'a fait. Voilà, il a montré qu'il n'avait pas eu trop de ring rust. Après, voilà, l'UFC lui a aussi donné, enfin, Mohamed lui a aussi pris le, le combat. Il y avait une telle différence de niveau qui fait que ça peut équilibrer les chances de tout le monde. Mais la vraie échéance, c'est Khamzat, hein. Ouais. Veuillez m'excuser, messieurs, mais j'ai oublié un combat que j'attendais depuis un moment et qui figurait justement sur la carte précédente Mhm. de, de Jan Blachowicz et Adesanya. Ben, c'était ce retour de Islam Makhachev contre Drew Dober. Ah là Ça là, ouais. me sur ce combat-là. Parce que je sais que tu attendais particulièrement le retour de Islam Makhachev dans cette catégorie-là. Qui ça? Pardon, j'ai pas entendu.
Samir, pour Samir. Ah, pardon, Samir. j'ai pas entendu que ça Moi non manque. plus, j'avais pas entendu. Oui, pardon, non, j'attendais, je regardais Fatih, je me disais, c'est peut-être lui. Ouais, je l'attendais. Bon, je l'ai pas mal saucé aussi, Islam, parce qu'à un moment, j'ai trouvé qu'il demandait beaucoup de choses, mais finalement, il combattait très peu, alors que c'est un combattant que j'apprécie énormément. Donc, il est revenu, bah, il a fait le taf, hein. J'avais dit, si tu reviens, t'exécutes Drew Dober, qui est pas une chèvre, hein, qui a une lutte. Bah, c'est encore une fois là la victoire de la lutte d'Agestanaise, enfin de la lutte de l'Est, hein, des pays de l'Est sur la lutte américaine. On avait déjà expliqué dans un numéro d'Octogone les différences, notamment entre les deux luttes au niveau des styles. Voilà, il l'a étouffé, il l'a noyé, il a fait du Khabib, même si la comparaison fait que voilà, enfin, même si les styles, il faut qu'on les compare, bon, Khabib reste inégalable pour moi, mais il l'a juste, il l'a juste outclassé. Après, la différence, comme on l'avait pu souligner, c'est que Khabib l'aurait fini. Islam, il lui manque encore ce petit instinct finisher. Voilà, et lui, il est encore dans les règles du sport. Il veut le grinder, il veut le lutter, et éventuellement lui mettre une soumission. Voilà, le finir. Mais Khabib, lui, il se met sur toi, il te tabasse et il te fracasse jusqu'à ce que tu finisses rincé. Islam, il a pas tout à fait le même style, mais il l'a nettoyé. Et je répète, Drew Toi, t'es Dober gentil. chèvre, hein, n'est pas une chèvre, loin s'en faut au sol. Et selon toi, Samir, quel est le prochain adversaire idéal pour Islam? Il a demandé Justin Gaethje, donc Gaethje, je suis pas du tout sûr parce qu'on va voir ce que l'UFC fait avec. Et il a demandé surtout, il voulait, comme il dit, la non-finished business avec Rafael Dos Anjos. Ils devaient se D'accord. croiser à un moment. Et puis, alors je sais plus si c'est les blessures, parce qu'avec Islam, il y en a eu plein, ou le Covid, parce qu'il y en a eu plein aussi. Ça s'est pas fait. Les deux se sont pas mal cherchés. Donc, ce sera un des deux. Je pense quand même plus raisonnablement Dos Anjos qui cherche un adversaire. Donc, on se souvient que Khabib, d'ailleurs, ça avait été chaud, hein, contre Dos Anjos. Bon, c'était un autre Khabib à l'époque. Donc, moi, je t'avouerai que c'est un combat que j'aimerais aussi voir. Gaethje, bien sûr, hein. Mais si tu me dis que demain, il y a Dos Anjos, Makhachev, je prends. Je prends. Moi, c'est pareil. Et toi, Fatih? Pour le combat ou pour le futur de. Les deux, pour faire court. Le combat, bah, de toute façon, moi j'ai été très surpris par la façon dont ça s'est terminé, notamment la soumission. En fait, on a vu que c'était pas un bras-tête en fin de compte, mais c'était une pression de l'épaule, je crois, ou quelque chose comme ça, non? Ouais, c'est ça, ouais. Et La c'est pression de une l'épaule, ouais. pression Il d'épaule de partait pour la tête à la base. Et ça m'a impressionné. Mais bon, après, beau combat. Et avec une victoire de plus au record de Makhachev. Après, prochain adversaire, moi, je le verrais bien. Il a dit, comme Samir a dit, qu'il voudrait Gaethje, mais j'aimerais bien le voir passer d'abord par un RDA et ensuite prendre un combat contre Gaethje. Ça serait beaucoup trop rapide. Ça serait sauter un train, en fait, comme qui dirait. Et sachant que RDA cherche également un adversaire, même si RDA esquive Makhachev, je crois. Makhachev a dit je vais te terminer, ou je sais trop quoi, un truc comme ça. Ou il avait dit ça pour Ferguson, pardon, il avait dit ça pour Ouais, Ferguson. c'était pour tenir. Ouais. Ah, Il tout ça, ouais. Makhachev veut Ferguson, mais juste avant il voulait RDA, mais quand il a vu que RDA l'esquivait, je pense qu'il a laissé tomber et qu'il il a la tête sur Ferguson maintenant. Mais Ferguson est déjà programmé pour contre Benel Dariush. Et Le 15. je pense que ce combat va se faire et ça sera un très très beau combat. Ferguson contre Makhachev, ça serait juste incroyable. Et toi, Clément? Bah, moi, je vous cache pas qu'à la fin du premier round, j'avais à peu près la même tête que Drew Dober. J'étais rouge, foncé. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment une performance de A à Z. Et en plus, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il n'a pas vraiment attendu avant de faire ses premiers takedowns. Je crois que c'est dans la première minute de chaque round qu'il y va et ça passe direct. Et tout a été vraiment. Bah, moi, je l'ai trouvé très imposant et très, comment dire, bah, moi, il m'a beaucoup impressionné, Makhachev. Maintenant, peut-être que pour le storytelling, ça aurait été encore mieux que ça se termine, par exemple, au deuxième round, un petit peu plus tôt. Ça aurait encore validé un peu plus le talent, enfin la réputation du bonhomme. Et il aurait pu demander avec plus de légitimité, peut-être, ce qu'il veut avoir par la suite. Maintenant, très impressionné, comme tu l'as dit, Samir, et comme je l'avais lu avant le combat, Drew Dober, c'est pas le premier venu, notamment en lutte. Mais on a bien vu qu'être un bon lutteur face à Makhachev, ça suffit pas, quoi, en fait. Il faut le battre en cardio, il faut le battre un peu pas forcément en striking, mais il faut vraiment le battre là où il est le plus fort. Donc, il est peut-être pas né celui qui va le dresser dans le domaine. Donc voilà, très intéressant. On a appris pas mal de choses sur ce combat-là. Maintenant, ouais, faut voir face à un top 5. Je crois qu'il est 13e là de la catégorie. 13e, top 13, je sais plus. Peut-être Il est grimper dans, un peu.
Il est monté un Makachev, peu? non, il est plus, il est monté, attends, il était numéro 11 Je crois peut-être, qu'il est. il me semble. Ok. Il me semble Ouais. qu'il est 8e. Ah, Il je 8e. croyais est, qu'il était. Ah ouais, tu vois, ok, je pensais pas, ok. Je croyais qu'il était 13e avant le combat et qu'il avait monté un peu, mais pas tant que ça. non, il est Ouais, 11, donc c'est ça. 8e, oui, il a la Il est légitimité. 11. Ok. Il est 11, j'ai Ok. vérifié, il est 11e. RDA, c'est cohérent, enfin, À je pense. l'ordre chronologique des main events, un combat que je classe des plus ennuyeux possibles. Enfin, voilà quoi. Mais bon, il en faut bien un dans l'année. Derek Bronson contre Kevin Holland. Compris. Ouais, je sais, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Alors, regarde, on pourrait peut-être parler de Khabib qui aidait, comment dire, Hollande dans son coin. Ouais, Kevin Holland. Ouais, enfin, Enfin, aider, il a aidé sans le vouloir, hein. ouais, voilà. Et, Terrible. Hollande, assez gênant de parler en combat, tout ça, et se foutre de la gueule de l'adversaire. Mais bon, en plus d'un combat ennuyé, à la rigueur, ça aurait été un combat avec de l'action, tout ça et tout. On aurait peut-être pu peut-être te dire le contraire, mais bon, là, franchement, rien de spécial à dire. Après, avoir la suite pour les Ouais, deux voilà, combats. c'est ça Non, pour ces la suite. pitreries, moi, elles m'ont fatigué, hein. Elles m'ont Ouais, moi, fatigué Ouais, avant, pendant, après, même à l'annonce de la victoire. Tu voles la victoire, entre guillemets, ton adversaire en levant le bras à sa place. C'est un clown. Dana White l'avait déjà dégagé des contender series à cause de ça parce qu'il le parlait trop. Il l'appelle Big Mouth, mais c'est pas pour rien, hein. Et là, il pourrait leur dégager parce que s'il lui met une pink slip à la suite de ça en lui disant voilà, t'as fini de me saouler, ça fait 2 fois que tu parles trop. Non, il a un comportement absolument stupide, ridicule. Donc Bronson était content de lui fermer sa bouche et voilà. Je refais juste un petit retour en arrière parce que je regardais les rankings pour Makachev. ouais. Dustin Poirier premier, donc le title shot sera en jeu, hein. Poirier, pris. Charles Oliveira, pris contre Michael Chandler. Tony Ferguson, pris contre Dariush. Et on a Conor McGregor pris contre Poirier. Donc imaginons que tout ce beau monde combatte et plusieurs semaines de suspension. Tu as Rafael Dos Anjos en 7 et tu as Dan Hooker, d'accord? Ah Et oui. tu as Paul Felder et Islam Makhachev. Donc le combat contre Geji, il n'est pas complètement sans sens, hein. Parce que Gedji peut dire à un moment, moi je voudrais combattre, je voudrais rester dans le haut de l'affiche, donc il peut tout à fait demander à avoir Makachev. Donc attention, c'est quelque chose qui pourrait se faire très Oui. probablement aussi, et pourquoi pas organiser après un Felder Dos Anjos ou un Dos Anjos Hooker, Ouais. pourquoi pas, ils sont 7 et 8, mais Makachev, il n'est pas si loin que ça de fast-tracker tout le monde et de prendre Gedji. Voilà, c'était pour la petite aparté, parenthèse refermée. Parlons du main event, je pense, le plus, le plus attractif. En tout cas, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Bon, chronologiquement parlant, le dernier, de toute façon, je n'avais pas le choix d'attendre. Mais on va commencer par déjà la prestation de Sean O'Malley, son retour après la blessure de son dernier combat. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de sa prestation en victoire par KO au troisième round? Samir, je t'en prie, Chenomale. s'il te plaît. Bah, il est, il Des choses est, à dire. Ouais, il est super talentueux. Bon, ça c'est plus frais parce que c'est tout proche. Il était plus talentueux, un physique hors norme pour la catégorie. Il a dominé Almeida. Il fait une erreur grave qui aurait pu lui coûter extrêmement cher. C'est ce qu'on a dit hier quand il voulait faire son walk-off et il le dit après en conférence de presse parce que le walk-off, je cite, pardon, c'est cool. Donc voilà, c'est encore ses limites. Il est jeune, talentueux, mais il s'en regarde encore trop combattre. Il est encore trop sensible à la hype et à ce qu'on pense de lui et tout ça. Donc je pense qu'il faudrait qu'il se professionnalise, pardon, qu'il professionnalise aussi pourquoi pas sa structure d'entraînement parce que ça m'a l'air moins top quand même que ce qui se fait dans le top de la catégorie. Parce que là, le walk-off, c'est cool, mais un Almeida, comme le disait Omar hier, un Almeida dans ses débuts, dans sa prime, qui était hyper agressif, peut-être qu'il peut lui faire des dégâts hier. Parce que là, c'est sympa le walk-off, mais s'il prend un coup. Parce que Almeida revenait dans le combat, hein. Bon, après, Ouais. O'Malley est au-dessus, mais s'il prend un KO et que voilà, ça peut aller très très vite dans ces sports-là, bah, le walk-off, mon gars, t'as l'air juste con, quoi, t'as l'air bête. Donc voilà, à ce niveau de compétition-là, et plus ça va monter, plus ce sera exigeant. Il ne peut pas se permettre d'avoir le comportement qu'il avait hier. C'est juste pas possible. L'avertissement est sans frais, mais il faut qu'il change d'état d'esprit. Au Malais, toutes ses limites, à mon avis, elles sont là parce que lui, il est super doué, physique hors norme, et puis c'est une éponge. Tu sens que le mec, il apprend super vite. Bonne boxe, bon stand-up. Il a un sol qui est absolument loin d'être dégueu. Il y a tout pour cocher. Enfin, là, les cases aussi, elles sont presque toutes cochées, mais il manque la maturité, et ça, je suis pas sûr que ça vienne de suite, quoi.
Ouais, moi, j'ai exactement le même avis que toi. Du coup, ça va écourter mon avis. Clément, je t'en prie. Ouais, bah moi je trouve que sur ce combat-là, on a un peu vu, on peut tout analyser de Sean O'Malley sur ce combat-là en fait. Extrêmement talentueux, un bras arrière qui part super vite et qui touche, super précis, j'ai trouvé sur le combat. Un bras arrière très précis et on a vu aussi bah voilà ce qui s'est passé sur le premier round, hein. Le kick qui passe est magnifique et moi je pensais que le combat allait s'arrêter là en fait, même qu'Almeida allait même pas réussir à se relever. Bon en fait bon voilà rien n'en a été. Mais il a donné la possibilité à Almeida d'y croire et j'ai souvenir d'un crochet, je crois, d'Almeida qui passe. Hmm. Je sais plus si quand O'Malley était au sol ou c'est juste avant la séquence où il est au sol, je sais plus. Mais j'ai souvenir d'un coup qui passe et là je me suis dit, oula, attends, peut-être que bah, le combat n'est pas fini en fait. Bon, au final, voilà, O'Malley a très très rapidement repris le dessus. Mais voilà, on a vu beaucoup de qualité. Moi, je suis un peu inquiet par contre mais on l'avait déjà vu précédemment, de toute façon, sur sa capacité à encaisser les low kicks. J'ai trouvé qu'il vacillait très vite en fait quand on arrivait à taper bien à l'intérieur du genou et à voir en fait quelle est sa capacité à encaisser à ce niveau-là parce que on sait que voilà un genou, une jambe qui est mise à mal, bah, c'est toujours tout de suite beaucoup plus compliqué d'envoyer les points. Donc à voir quelle est sa capacité à résister. Ça se trouve voilà c'est une mauvaise image que je me suis faite sur ce combat-là. Mais pour le reste, voilà, il est fantasque, il est intéressant, il va faire du pay-per-view quand il va grimper dans la KT. Il y a beaucoup de choses, mais je vous cache pas que je suis sorti un peu frustré du combat quand même. Parce que bah, c'est le lot des combattants fantasques, hein, c'est qu'il y a à boire et à manger dans ces combats-là. Il y a eu énormément de belles choses. Il y a des moments où on s'est dit, putain, quel talent. Et d'autres où je me suis. Hors même le knockdown hein, du premier round, où je me suis dit, à un moment donné, tu peux mettre 10% de gaz en plus et tu peux faire vraiment de très très belles choses, quoi. Bon, au final, il a fini et c'était magnifique. Moi, j'avais pas vu venir le coup qui a précédé le KO. Je l'ai pas trop vu venir. Je sais pas si vous non plus. Mais je sais pas si c'est pas à cause de la caméra qu'on était un peu masqué ou quoi, mais je m'attendais pas à ce qu'Almeida tombe en fait. Mais autrement, voilà, voilà, il y a à boire et à manger. Chez Nomalé, il porte des coups, tu as l'impression que c'est que dalle hein, ce qu'il envoie, mais finalement, les mecs, ils tombent. Ouais, C'est juste c'est une question ça. de décision. Et Ah, toi, Fatia, Timo, je sais que tu l'aimes beaucoup, chez Nomalé. ouais, je l'attendais beaucoup. Même si moi, je suis plus du côté de Almeida, je l'ai toujours été d'ailleurs, parce que j'ai toujours adoré la boxe d'Almeida. Après, franchement, je m'attendais un petit peu à l'issue du combat, un grand retour de O'Malley, tout ça. Parce que les gens le voient comme un futur prodige. Après, il a que 26 ans, donc voilà, les gens n'ont pas tort non plus. Et comme disait Samir, encore une fois, c'est juste le manque de maturité qui fera que le combattant ne se complète pas 100% en fait. Il lui manque à peu près 30% et les 30% là, c'est la maturité en fait. La boxe est là, le sol est là, il peut aller très loin. Il s'est créé un personnage avec un vrai business plan, je vais dire. Hein, les cheveux multicolores, le surnom, tout ça, quoi. Et en plus de ça, en extra combat, je vais dire, il fait plein d'autres choses pour que les gens le suivent. Après, pour revenir un petit peu plus dans le combat, le KO, je m'y attendais vraiment pas. Comme vous avez dit, c'est un espèce de crochet bizarre par rapport à l'angle de la caméra, on voit pas trop, mais j'ai regardé plusieurs fois le combat sous plusieurs angles. On voit bien que c'est un crochet, que Almeida tombe, et j'ai regardé au ralenti le dernier coup en main pound, et on entend la tête de Almeida exploser contre le sol, quoi. Alors, bam, d'un Ouais, coup, comme ça, et ça, on ça entend fait- que ça résonne bien. Donc, au début, je me disais, c'est bizarre quand même, ça a pas l'air très très fort et tout. Mais comme Marcel le dit, Ouais, si, ouais. j'ai l'impression qu'il envoie un tout petit truc et en fait, ça part, c'est un coup de scalpel le truc. Mais c'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. C'est pas la... Mais Messieurs, après avoir Almeida, je pense que petit à petit, Almeida va chuter. Je vois pas de montée pour lui. Mais par contre, O'Malley, je vois une très belle montée pour lui à l'avenir. Sachant qu'encore une fois, je me répète, mais il a que 26 ans. Donc il peut faire encore beaucoup de choses. messieurs, parlons de la prestation de Francis Ngannou sur sa victoire contre Stipe Miocic. Clément, je t'en prie, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat-là? Et c'est clairement une victoire méritée. Ah bah complètement, complètement. Le premier fait marquant, c'est quand même ce coup, cette gauche au corps et cet enchaînement avec la droite qui percute, qui connecte Miocic. Et mon corps s'est crispé. Je me suis dit,
Ah ouais, non, qu'est-ce qu'il vient d'envoyer, quoi. Et bon, 95% des combattants en face se seraient écroulés. Miocic, on connaît sa résistance, sa capacité à encaisser, mais le bruit que fait ce coup de Francis à ce moment-là du combat, sans public, etc., ça a fait un bruit que j'ai trouvé mais monumental et ça a enclenché la suite. Et ce qui m'a surtout impressionné, évidemment, eu égard du premier combat, c'est évidemment sa résistance sur la tentative de takedown. Le sprawl, c'est vraiment, il a annihilé, il a rendu. Roll, De quoi? prise au dos, il enchaîne de coups. Franchement, c'était C'était incroyable. masterpiece, quoi. Je me Ouais. suis dit, c'est pas que le mec il a retenu la leçon du premier combat, c'est qu'il là on est vraiment, c'est la version optimisée, c'est Ngannou 3.0 au sol. Moi j'étais effaré. Et en plus c'est ça, c'est quand Miocic remonte vraiment, il envoie, je crois que c'est des gauches, ouais, et ça touche, ça touche, ça touche, ça touche. À aucun moment, Miocic a été en mesure de rattraper quelconque retard. C'est-à-dire que Francis, il est parti à 100 à l'heure, Miocic, il est parti à son rythme, et il a vu Ngannou partir sur l'autoroute, il l'a plus jamais revu. À partir de 1 minute 30, 2 minutes dans le combat, on ne voyait pas comment Miocic pouvait y arriver. Puis bah, évidemment, le coup, la gauche, le premier moment où Miocic est un minimum sur le reculoir, la gauche connecte et là il s'écroule et bah, là c'était terminé. Non, franchement, j'ai rarement vu pareille performance, quoi. Je vous le dis comme je le pense, j'ai rarement vu pareille performance. J'ai dû mettre 1 heure et demie à m'endormir derrière. Je pensais à tout dans le combat. Je me suis dit, qu'est-ce que vient de nous faire Francis là? C'est pire qu'une vengeance. Et puis le hammer à la fin quand Miocic est au sol, le pauvre, oh là là, Il oh est là là, terrible. Il est terrible. Donc Samir, voilà, très impressionné, très heureux pour Francis évidemment. Et voilà quoi, maintenant, bah, on the road, hein, il a tout à bâtir pour devenir un grand dans cette catégorie. alors, Samir, à ton tour, comme ça, on va bientôt clôturer cette vidéo. Alors, Samir, je sais que tu viens de faire un podcast sur le sujet, très Ouais, intéressant d'ailleurs. merci. Ben, vas-y, répète-toi, Samir, si ça te dérange. Bah, non, je vais pas inventer forcément grand-chose par rapport à ce qu'a dit Clément ou même ce qu'on a dit hier. Le plus dur commence pour Francis, voilà, tout simplement. On avait dit que Francis, si jamais, on avait hier Alexandre Herbinet, qui est journaliste à Ouais. RMC Sport, et c'est ce qu'il avait interviewé dans le cadre de son podcast avec Taylor Lapillus, qui avait partagé le camp de Francis, et il disait, Francis, le problème, c'est que quand tu le touchais, il se mettait un peu en mode panique. Donc le sparring était léger jusqu'à ce que tu le touches. Quand tu le touchais, ça pouvait devenir sanglant et ça pouvait finir en blessure parce que quand tu vois le mec en face, forcément le light, faire du sparring en light, ça pouvait être compliqué avec Francis. Donc nous, on avait dit que Francis, le truc, c'était qu'il fallait qu'il reste dans son combat, qu'il mette pas d'émotion, qu'il se prépare déjà mieux. Je pense qu'avec Dewey Cooper, il y a une meilleure préparation. Je veux rien enlever à Fernand Lopez, hein, mais je pense que Francis était peut-être plus mature pour garder le game plan qu'ils avaient en tête. À partir du moment où il y a une tentative de single de Miocic qui est déjà dans le rouge, hein. Quand il fait le single, Miocic, Ah c'est pas un ouais. choix de sa part, c'est parce qu'il Exactement. sent, il sent Il était qu'il est dans la obligé. sauce. Ouais. Tout à fait. Donc, à partir du moment où c'est sprawlé, tu sens déjà que les skills que lui a transmis Ousmane, tu vois, en peu de temps, tu arrives à développer quand même des Ouais. réflexes. Non seulement il sprawl, mais il passe dans le dos. Donc là, tu te dis que ça va être compliqué. Et Miocic te dit que ça va être compliqué. Et puis après, voilà, on connaît la puissance de Francis. Pourtant, Francis a touché Miocic, donc il a une sacrée mâchoire Stipe, hein. Il l'avait déjà prouvé lors du premier Ah combat. ouais. Ouais. Francis prend des coups aussi, hein. Il se fait cadrer à un moment par Stipe. Mais voilà, une fois que le facteur X de Stipe est annulé, c'est-à-dire sa possibilité d'aller fatiguer Francis contre la cage et de le mettre au sol, une fois que ça, il peut plus faire, pardon, bah, c'est le facteur X de Francis qui prend le devant. Et le facteur X de Francis, bah, on le connaît, hein, c'est il te touche, il te met une gifle, tu dors. Puis là, c'est pas une gifle qu'il lui met, alors il lui met un coup, il met le cercueil à terre et il Terrible. enterre le cercueil avec la Murphy. Herb Dean se jette hier, on en a un peu plaisanté dans le podcast. Herb Dean se jette, je vous invite à aller voir les gifs si vous ne l'avez pas Par fait. à 3 bornes. Ah ouais, non, mais il se jette aussi vite qu'il peut, il piétine à moitié Stipe en voulant s'interposer. Mais voilà, Herb Dean, on l'a assez saucé ces derniers temps en disant qu'il n'était pas en forme, à juste titre. Là, il a fait ce qu'il pouvait. Mais je suis plus sévère vis-à-vis de l'arbitre d'O'Malley. O'Malley, comment il s'appelle? Almeida. Almeida. Almeida, merci. Que là, bon, Francis devient le nouveau champion, il va avoir énormément de sollicitations. Omar le disait hier. On sait que Francis, c'est Ouais. un peu son talon d'Achille. Que ce soit quand il retourne au Bled en France, aux États-Unis, il est dans le dernier Fast and Furious, etc. La catégorie reine.
Derrick Lewis qui est déjà dans la ligne de mire, John Jones, tout ce baratin, tout ce cirque. Le plus dur commence pour lui et voilà, on verra. Mais c'est un sacré champion. Et comme Omar disait hier, un champion dont l'UFC, je le cite, hein, dont l'UFC avait besoin, parce que voilà, le storytelling pardon, est bon pour lui avec toute son histoire, etc. Il est autrement plus intéressant et marketable que Stipe. Donc voilà, là, il y a une mine d'or qui s'ouvre pour Francis, à lui de savoir la gérer et puis de. Voilà, parce que des fois, les mines, quand tu descends, tu sais, s'il y a un éboulement, tu remontes pas, hein. Donc voilà, la mine d'or, elle est devant lui, à lui de l'exploiter maintenant. Et toi, Fatih, un petit mot sur ça, s'il te plaît? Masterclass de Francis, tout simplement. Juste la masterclass. Après, ouais, on a vu que Stipe était pas mal dans le rouge assez tôt. Le single leg, je reprends ce qu'a dit Fernand Lopez. Les 106 kilos de Stipe contre, c'est quoi, c'est 116, 118 kilos Ouais, de Ngannou. 118, je crois, ouais. Mm. Ça va être comme un grand frère qui s'écrase sur son petit frère. Ça va être la. C'est exactement ce qu'a dit Lopez. Après, de toute façon, on a vu la phase sol de Ngannou, hein, pour les rares fois où on le voit au sol, ce gars-là. Et après, bah voilà, quoi, il se relève. Et puis là, tu as la gauche de Francis. Après, tu as l'enchaînement. Et tu as la dernière gauche qui part. Et tu vois ce type qui s'effondre, quoi. Et Herbin qui accourt aussi vite qu'il peut. Non, mais Herbin, il me fait rire parce que ces derniers temps, comme Samuel le dit, on le sauce pas mal. Mais il fait ce qu'il peut, ça se voit. Mais Ça va être dur, être à sa place dans des moments comme ça, vous imaginez. Ah ouais, non, mais moi, je lui Ouais. reprocherais sur hier, hein. Hier, il a fait le taf, simplement, ça va trop vite, quoi. parce que s'il arrête Ouais. trop tôt, on va lui en vouloir parce que c'est Bah un oui. gros event et que les gens veulent en profiter jusqu'au bout. S'il arrête le combat trop tard, on lui reproche de ne pas avoir assez réagi vite. Parce que en fait, c'est surtout le hammer qui, Mm, qui a choqué les gens, en fait. mm. Ça a choqué les gens parce que tu vois ce titre inconscient par terre, hein, des personnes qui te voient, il avait déjà rejoint le monde des morts, etc. Et tu vois qu'il prend le hammer en pleine face, quoi. Mais un petit peu, de toute façon, c'est ça, c'est le style Ngannou, hein. On Mm. l'a vu de toute façon avec Rosenstruck, les crochets, etc., les uppercuts jusqu'à ce que le dernier passe. Et tu vois Rosenstruck assis par terre, inconscient, et tu vois Ngannou, uppercut, uppercut, uppercut. Alors que. Heureusement qu'il les rate, hein, Ah non, mais les il deux en a derniers. raté un ou deux, mais il en a quand même placé deux ou trois alors qu'il était Ah, Non, inconscient. non, mais ce que je veux dire, c'est après que le premier soit passé et que Rosenstruck s'écroule, je crois qu'il en retente deux derrière. Heureusement qu'il les rate. Tu le vois, Parce mais que. moi, c'est ça incroyable. Mais après, il est dans le combat, forcément. On En, va pas en- chipoter. en termes d'uppercut, les gars, je crois qu'Overim, il veut témoigner, hein, Ouais. sur ce que c'est qu'un uppercut. Il est à la Shout barre out des the témoins, rim. là. Ah, non, très, pour très. clôturer cette vidéoconférence, les gars, j'ai juste un pronostic à vous faire, à vous demander. Vous me dites ce que vous en pensez et on clôture sur un combat potentiel entre John Jones et Ngannou. Clément, Alors, Franchement, qui c'est que tu vois c'est vainqueur? dommage qu'on n'ait pas d'échantillon. C'est dommage qu'on n'ait pas d'échantillon de John Jones chez les lourds. On sait qu'il a énormément pris du poids. Est-ce que, enfin, franchement, c'est compliqué parce que en plus c'est frais, hein. Ngannou, c'était il y a quoi? C'était sur le tournage, c'était il y a 48 heures grosso modo, un peu moins. Là, j'ai envie de te dire que Ngannou peut répondre à toutes les problématiques. Sur ce qu'il nous a montré sur sa défense de takedown, sur ce qu'il nous a montré sur sa puissance intrinsèque, mais ça fait des années qu'on le voit. C'est. Allez, est-ce que je dirais quand même Francis? C'est vraiment compliqué à l'instant T, je trouve. Parce que John Jones, on le voit pas depuis longtemps. Et je crois que ces trois derniers combats, il gagne à la décision, si je dis pas de bêtises. Ou ces deux derniers, il gagne par C'est ça, KO. ouais. En Le tout cas, troisième, si le combat qu'il a fait contre le Dominique Cruz. Mexicain Dominique Reyes, pardon. Dominic Reyes, il se fait allumer. Il va Ah, il jamais se fait tenir allumer. Sûr. sans encaisser un seul coup de poing de Ngannou, c'est impossible. Et il suffit de une pour Ngannou pour te faire dormir, hein. Tu vois. Non, Et je toi, pense que je mettrais Ngannou d'une courte tête. Fatih? C'est un combat qui hype beaucoup les gens, forcément. Après, à voir quand est-ce que ça va se faire, sachant que Ngannou a dit qu'il voudrait défendre son titre à Paris. Je sais pas si Ouais, ça va se faire parce ça, que Ça va clairement, être ça se chaud. fera. Il aimerait, mais ça se fera jamais, c'est ouais, impossible. non, ça se fera pas justement. Dernièrement, il t'a annoncé que ça se ferait sur. Ah, j'ai oublié. Il l'a annoncé, je sais plus, je me rappelle plus, mais ça se ferait autre part. Ça a déjà été annoncé, même si c'est pas officiel. Et sinon, ce que je pense du combat, bah, ça va être très 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 intéressant. Ça va faire beaucoup de pay-per-view d'ailleurs. Ah Et oui. ouais, juste pour Ça va la battre des records, là.
Ouais, ça va battre des records, hein. Et ça ira peut-être même. Bon, ça dépassera pas le Khabib McGregor, mais ça sera en dessous, en tout cas, légèrement Ouais, en dessous. c'est vrai. Mais c'est intéressant parce que c'est deux styles opposés. Ils cherchent un petit peu, ils se titillent un petit peu sur les réseaux. Je sais pas si vous avez vu. Euh, je sais plus ce que Jones avait dit. Avait Sauf dit. qu'il parle trop là en ce moment sur Twitter. Faut qu'il Le problème, arrête. c'est qu'il dit trop de choses, Jones. Donc, faut Ah, faire c'est le chaud tri. là. Ouais. Beaucoup de choses et Mm. c'est dommage parce que ça bah, c'est dommage, c'est pas digne du comportement d'un grand champion en fait quand on dit que Khabib est le GOAT, etc. Il est là, il arrive, il intervient, il avait tweeté toute une soirée Non, de, mais de- c'est ce qu'il fait depuis samedi soir là. John Jones jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, il y a au moins une dizaine de tweets presque. C'est fatigant et les gens, ils en ont marre. Mais Ouais, clairement, qui c'est que tu veux vainqueur? Ngannou ou John Jones? euh, Ngannou. Moi, c'est pareil, Ngannou. Et toi, Samir? Oh là, moi je suis déjà zéro en pronostic. Alors là, tu me demandes à parler d'un combat où on ne sait pas comment se situe Jones. Tu sais quoi, rien que pour faire le vilain petit canard, je dirais que Jones a des chances aussi, hein. Attention, hein, parce Ah qu'il y a oui. une histoire de Ah oui, cardio, oui. même si Ngannou a progressé. Jones, c'est une histoire de cardio, il a quand même plus d'outils. Alors il y a toujours la puissance, une fois que tu as gommé ça, la puissance d'Ngannou. Enfin, une fois que tu as gommé ça, c'est l'argument principal. Mais voilà, on ne sait pas déjà le rapport poids-puissance, comment va se pointer Jones. Il a quand même beaucoup d'armes, même si en light heavyweight, il a été mis en difficulté. Vous l'avez dit, ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra pas encaisser les coups d'Ngannou. Ce qu'il encaisse en light heavyweight, il ne pourra pas encaisser les mêmes de la part d'Ngannou. Mais attention de ne pas enterrer John Jones trop vite quand même. Après, l'autre, il le touche, il l'endort, hein. Mais c'est Mais compliqué. Ta question, elle est compliquée. Elle est honnêtement trop compliquée parce qu'on ne sait pas dans quel état va arriver Jones. Samir, Euh, je mettrai une petite pièce dessus quand même, allez. Samir, quand on analyse les dernières prestations de John Jones, Oui. bon, c'est pas le John Jones d'avant. Ah, Tu c'est pas vois? John Jones d'avant, mais là, on parle d'un John Jones en lourd qui a pris de la masse. Et puis en plus, les adversaires qu'il aura morphologiquement au niveau de type de combat, les styles font les combats, on le dit à chaque fois. Bien Les sûr. styles que tu as en heavyweight, c'est pas les styles que tu rencontres en light heavyweight. Alors certes, tu as un gain de puissance énorme en heavyweight, mais les adversaires se bougent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes, enfin, c'est pas les mêmes morphotypes, c'est pas les mêmes façons de combattre, c'est pas le même rythme. Donc voilà, tu vois, un argument peut être contrebalancé par l'autre. Donc je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Moi, je dis que Jones, faut pas l'enterrer trop vite. C'est tout ce que je Ouais. dis. Après, Ngannou peut parfaitement l'exécuter sur un coup, l'endormir. Mais tu peux avoir Jones qui pourrait Ngannou sur les deux premiers combats, les deux premiers rounds, qui le fatigue. Et puis après, bah, tu sais pas ce qui se passe. Donc les voies sont tellement vertes. Il y a trop d'inconnus en fait. Tu vois, c'est ça le souci, c'est qu'il y a trop d'inconnus. Et puis je suis même pas sûr que ce combat se fasse de suite. Je verrais plutôt un Derek Lewis, moi, tu vois, comme Ouais. première défense de titre. Ouais. Parce que Jones, ça va être compliqué. Jones, en fait, il est sur Twitter. Jones, il est sur Twitter dès qu'il a peur qu'on l'oublie. Tu fais un débat sur le GOAT, sur Khabib à C'est vrai. l'époque. Tu sais, je suis là, les gars, m'oubliez pas. Tu parles de la catégorie en dessous, je suis là, m'oubliez pas. Tu parles de Israël Adesanya, je suis là, m'oubliez pas. Tu parles des light heavyweight, je suis là, j'étais l'ancien roi, ne m'oubliez pas. Tu parles des pay-per-view, c'est pareil. En fait, tu parlerais de ma mère, je crois qu'il arriverait à dire je suis là, m'oubliez pas. Donc, non, Jones, il faudrait qu'il s'éloigne un peu de Twitter parce qu'il devient un peu pesant là, en fait. En tout cas, Après, il y a messieurs, peut-être. ouais. Ouais, non, juste, il y a un petit instantané du combat de Ngannou qui peut peut-être donner un peu d'espoir à John Jones. Je suis pas sûr de mon coup, mais quand Miocic se jette à corps perdu juste avant de se faire terminer, il y a quand même il y a quand même un bras, il y a quand même un crochet du droit qui passe. Et je sais pas, mais je trouvais qu'Ngannou était un peu brinballant avant de renvoyer la gauche qui finit le combat. Bah, Est-ce Ouais. que ça a peut-être pas un John signe? Jones, c'est il- parce que c'est pas. Excuse-moi, je te coupe, Marcelo. C'est parce que de toute façon, on le voit, Miocic, il est dans le rouge, il est sonné, de toute façon, on le Ouais, voit sur la vidéo. Il essaie de repousser Ngannou, justement pour faire effet. Mais à mon avis, il n'y avait pas de réelle intention de toucher Ngannou. C'était juste histoire de le faire reculer, quoi, de de le pouvoir. mettre à distance. Ah, ok. On voyait bien qu'Ngannou avait compris le truc et qu'il savait que s'il mettait la pression comme il faisait, enfin, ça allait se terminer, quoi. Mais juste, Ok. dernier petit avis sur Jones Ngannou. Euh, Ah, j'ai un trou de mémoire. Pas en direct, Fatih, pas en direct. Voilà. Ah, pardon. Euh... En fait, c'est quoi? Laisse tomber. Laisse tomber au pire. Ah, je l'avais juste avant, là. Laisse tomber. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, messieurs, ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous, hein.
N'hésitez pas, internautes, d'aller justement suivre Café Crème Sport, hein, tenu par Clément ici présent. Merci. À nous également, et même à nos Zone comme d'habitude, mais surtout, si vous voulez vraiment vous enrichir en termes de culture MMA, être à l'afflux, etc., de chaque main event, n'hésitez pas d'écouter les podcasts de Omar et de Samir qui sont hyper enrichissants, voilà, ils ont déjà une grande communauté et je leur souhaite que ça grandisse encore plus. Donc, Merci voilà. beaucoup. En tout cas, messieurs, ce fut un plaisir d'avoir partagé ce petit moment avec vous et j'espère vous retrouver très bientôt. Merci. Avec plaisir. Merci Merci Marcelo pour l'invitation. Ciao. Ciao. Ciao.